On est sur la route principale qui relie le nord au sud. Regardez ce qu'il reste des maisons à gauche et à droite. Tous les gens de ce quartier, comme moi, ont dû évacuer cette zone un an avant l'éruption. C'était en avril 1996. L'éruption a eu lieu en août 97 et juin 97. Rose Willock est native de Montserrat. Elle n'a jamais quitté son île. On a quitté nos maisons à cause de la dangerosité de la montagne soufrière. Les vulcanologues ont dû faire évacuer tous les gens qui vivaient au sud, à Plymouth, mais aussi à l'est. Tout le monde est parti au nord. Et quand l'activité volcanique est montée en puissance, on était à l'abri. Ceux qui sont morts sont ceux qui sont revenus dans cette zone, alors qu'ils n'auraient pas dû. Comme les 3000 habitants qui sont restés, Rose est une résiliente. Malgré la menace du volcan, elle a choisi de devenir guide touristique pour faire revivre Montserrat. Vous pourriez apercevoir Air Studio. Il faut regarder avec beaucoup d'attention à travers les arbres, parce que la végétation a beaucoup poussé. Tout a été envahi. Nécropole parmi tant d'autres, le complexe d'enregistrement d'Air Studio en dit long sur le glorieux passé de Montserrat. Propriété de George Martin, le producteur des Beatles, elle vit passer dans les eaux turquoises de sa piscine et derrière ses micros, les plus grands noms du rock. Le sud-est de Montserrat était une des zones les plus dynamiques. Il est aujourd'hui inhabité. Ok tout le monde, c'est là qu'on descend. Attention où vous mettez les pieds. Attention où vous marchez, s'il vous plaît. Mais il est pour Rose un lieu de mémoire et pour les touristes qu'elle accompagne, une attraction. Bon, on va se diriger dans ce qui était le hall de l'hôtel. Étape incontournable de la visite guidée, le Spring Hotel, un des établissements les plus prestigieux de Montserrat, au temps de sa splendeur. Il n'y a jamais eu de lave dans cet endroit. C'était que de la cendre. Ça, c'est juste de la boue et des cendres. Si quelqu'un veut réserver sa chambre d'hôtel, vous pouvez faire ça là. Des volontaires pour être réceptionnistes. Et vous voyez, il reste des objets de cette période. Parce qu'ici, les gens ont dû partir dans la précipitation, dès 1996. Et on ne pouvait pas embarquer tous ces objets pour les stocker. Donc les gens les ont laissés derrière eux. On va aller dans une autre partie de l'hôtel, vers ce qui était la salle à manger et la terrasse, là où on donnait des concerts. Attention à vos pieds, c'est un peu humide. Et il y a encore beaucoup de cendres. Venez par ici, s'il vous plaît. C'est un peu humide en descendant. Regardez là-bas, c'est Plymouth. Enfin, ce qu'il en reste. On voit encore le quai du port. Sous les coulées pyroclastiques qui ont comme balafré Montserrat, Plymouth, l'ancienne capitale, est aujourd'hui une ville fantôme. La capitale de Montserrat, c'est ça maintenant. Cette zone ravagée que vous voyez, c'est tout ce qu'il reste de Plymouth, qui était la capitale. Toute l'activité économique, les immeubles de bureaux, tout ça a disparu. Je sais que c'est dur à regarder, mais imaginez pour ceux qui vivaient ici, c'est encore plus dur. Imaginez que la ville où vous avez vécu disparaisse. N'oubliez pas, Soufrière semble calme, mais c'est un volcan qui reste actif. Donc s'il se passe quelque chose, il faut partir vite.
C'est une expérience qui vous laisse sans voix tant vous ne pouvez pas mettre de mots sur ce que vous voyez. Et ça vous laisse un sentiment vraiment de choc, parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à ceux qui vivaient là. Pour moi, ce sont les plus vaillants qui sont restés. Ils voulaient que leur île continue à vivre, et s'ils étaient tous partis, Montserrat n'existerait plus aujourd'hui. Moi, quand je vois tout ça, je n'aurais pas pu rester ici. C'est trop. Je serais partie. Rose aime son pays. Elle voulait rester ici pour raconter aux gens ce qu'il s'est passé et partager tout ça avec eux. C'est très important pour moi de partager l'histoire de notre île avec ceux qui viennent. Parce que j'ai vécu là. Et c'est la crédibilité de l'histoire que je partage. Je ne partage pas l'histoire comme une personne de second rôle, mais de premier rôle. Ma maison a été une des premières à disparaître. C'est là que sont arrivées les premières cendres et le gaz. Mais non, je n'ai jamais pensé à partir. Et moi, je ferais cette métaphore d'une mère auprès de son enfant malade. Montserrat est l'enfant malade et je suis la mère. Et jamais je n'aurais pu abandonner mon enfant malade. Montserrat, c'est ma maison pour toujours. Le versant est de Montserrat n'a pas été épargné par le volcan. Malgré l'interdiction de pénétrer sur cette zone dangereuse, certains, comme Mapai, ressentent le besoin d'y retourner. Sur toute cette zone, il y avait des terres agricoles. On cultivait des légumes, des concombres, des tomates, des choux, des melons, du maïs, des haricots. C'était une immense zone de culture qui s'étendait sur cette vaste plaine. Ici, le sol était très riche, tout poussait. On pouvait se nourrir, on était autosuffisant, on ne dépendait pas de la Dominique. C'est là que beaucoup de mes amis et moi avons grandi. On passait ici tout notre temps libre. Et c'est ici qu'on a tous appris à nager, dans l'océan Atlantique. L'eau était toujours très agitée. J'ai adoré mon enfance ici. Les gens qui sont restés sont des irréductibles. Ils n'ont pas voulu quitter leur maison. Ils n'ont pas voulu quitter leur terre, leurs racines. « 3000 résilients sur les 12 000 personnes que comptait Montserrat sont restés sur l'île après l'éruption dramatique de 1997. Ils ont rebâti, au nord, les écoles, les commerces. Et vivent toujours au rythme de l'activité de la montagne de feu. Et des informations volcanologiques relayées par la radio locale. Bonjour, je suis Rose Willock et ce sont les news du matin en partenariat avec la BBC. Depuis 40 ans, Rose Willock informe ses concitoyens sur les ondes.
Golden also expressed how her love for the art evolves. This applies to customers who've been affected by the loss of network. Évidemment, quand cette catastrophe naturelle est arrivée, j'étais au bon endroit au bon moment. On a fait ce qu'il fallait, informer les gens de Montserrat, mais aussi à l'étranger. La radio est essentielle ici, pas simplement à Montserrat, mais dans toute la Caraïbe. La télévision, c'est plus pour les pays développés comme les États-Unis. La radio, ce n'est pas cher, et vous pouvez en avoir dans toutes les pièces. Et il y a quelque chose d'instantané avec ce média. Et ça, c'est bien pour nous. Depuis le réveil du volcan, les Montserratiens gardent également une oreille attentive sur les alarmes installées aux 4 coins de l'île, qui chaque jour à midi, par mesure de prudence, sonnent. Comme Rose Willock, Cathy Buffonge habitait Plymouth. Sa maison a été entièrement détruite. Ça, c'est les coulées pyroclastiques avec l'énorme nuage de cendres et de gaz qui descend à une vitesse incroyable le long des flancs de la montagne. Ça, c'était le monument aux morts pour les victimes de guerre. Les gens l'aimaient beaucoup et il ressemblait à ça après la pluie de cendres et l'éruption volcanique. Ça, c'est la cabine téléphonique et elle aussi, elle a été entièrement ensevelie. Maintenant, on ne la voit plus du tout. C'est en 1995, après plusieurs siècles de sommeil, que la colline soufrière est revenue à la vie. Évacuée à plusieurs reprises, la population restait confiante. Mais en 1997, une nuée ardente tue 19 personnes et ravage 60% du territoire. L'île est alors segmentée en zones, nommées en fonction de leur dangerosité. Quand on parle de nous, les gens disent qu'on est résilients. Et c'est un peu vrai, mais je crois que face au désastre, et ce n'est pas propre à Montserrat, on est tous résilients. Bien que le volcan soit calme, les vulcanologues, chaque semaine, dans un bulletin, nous disent que ça peut recommencer à n'importe quel moment. Alors on ne peut pas complètement se détendre en se disant que tout est fini. Le volcan est potentiellement toujours actif. Depuis 1997, des scientifiques gardent 24 heures sur 24 les yeux rivés sur le volcan. Ils travaillent pour le MVO, l'Observatoire volcanologique de Montserrat. Les gens de Montserrat ne veulent pas vraiment entendre parler de nos résultats scientifiques. Ils veulent qu'on réponde à cette unique question. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que ma maison est en sécurité? Et c'est la réponse la plus difficile à leur apporter. Nous, on a 3 principaux éléments qui nous permettent de surveiller l'activité volcanique. Le premier, ce sont les tremblements de terre, des micro-secousses qui nous indiquent que le magma bouge. Ces signaux très révélateurs nous parviennent de nos stations GPS et sont envoyés sur nos ordinateurs. Nous surveillons aussi la déformation du sol, quand la physionomie de la montagne change. Quand le magma pousse, eh bien, ça a un impact sur le volcan en lui-même. Il gonfle ou il se rétracte. Et le troisième instrument de mesure, c'est le volume de gaz qui s'échappe.
En combinant toutes ces mesures, ça vous dit si l'éruption est terminée ou si elle est à venir. La dernière éruption du volcan date de 2008 et les instruments du MVO avaient détecté quelques jours avant l'explosion une activité souterraine anormale, d'imperceptibles tremblements de terre enregistrés par le sismographe. Regardez, on avait détecté jour après jour de plus en plus ces micro-tremblements de terre. Et ça indiquait que quelque chose était en train de se passer. Le lendemain, là, il y avait tellement de mini-secousses qu'on n'arrivait plus à les compter. Ça tremblait continuellement. Et c'est ce qu'on appelle les oscillations. Et ça indique que le magma est en mouvement. Et le jour suivant, on a ce signal fort. Ça correspond à l'explosion à la surface. Les premiers jours de ces micro-tremblements de terre, on ne voyait rien à la surface. Et ce jour-là, on a eu l'explosion. En ce moment, le volcan semble calme. On n'a pas eu d'activité sismique de surface depuis 7 ans. Mais le volume de gaz qui s'échappe est beaucoup trop élevé. Et la déformation du sol est beaucoup trop importante pour un volcan en sommeil. Il y a bien quelque chose là-dedans qui ne demande qu'à sortir. Karen Pascal et Thomas Christopher travaillent pour le MVO. Ils sont, comme tous les membres du centre de volcanologie, les seuls, sur Montserrat, autorisés à se rendre sur la zone interdite pour leurs travaux de recherche. On va aller dans la zone d'explosion, en fait, vers Plymouth, qui était l'ancienne capitale. En général, on y va une fois par semaine pour soit prendre des données supplémentaires, soit pour réparer des stations sismiques, des stations GPS. C'est toujours dangereux, le volcan est toujours actif. Donc c'est pour ça qu'en fait on y va avec la radio. Comme ça, si jamais il se passe quelque chose, ils vont pouvoir nous dire de partir rapidement. Tu habitais là, non? Non, plus haut. Tu habitais à Plymouth? Non, pas à Plymouth, à côté, plus proche du volcan. Là, c'est l'école où j'allais. Tu vois les bâtiments derrière les arbres? Ben, c'était mon école. C'est le bureau du proviseur, le bâtiment principal. Les différentes salles de classe, le bloc A. Je me souviens, il y avait aussi le pressing, la boulangerie, le magasin de bricolage, et ici c'était le supermarché. À 4 km en contrebas du dôme encore fumant du volcan, Plymouth, rebaptisée aujourd'hui la Pompéi de la Caraïbe, n'est plus qu'une terre grise. Alors, enclave ou pas enclave? Je ne suis pas sûr. Tu vois, il y a une concentration de sel là-dedans. Ça, c'est une enclave. Les basaltes sont saturés en silice. Ça vient du dôme. Oui. Ouais, c'est plus angulaire.
Ici, comme sur l'autre versant du sud-est, les coulées pyroclastiques ont creusé un sillon, une vallée par laquelle, si une autre explosion se produit, la fureur du volcan dévalera. Ça reste une zone d'exclusion parce qu'on est juste au pied du volcan. Donc il y a du potentiel pour que le dôme, par exemple, à un moment s'effondre ou qu'il y ait une explosion, quoi que ce soit. Et ça peut venir dans cette direction. Ouais. Paradoxe, et pas des moindres, ce secteur dangereux, étouffé par la cendre, est devenu le poumon économique de l'île. Alors que Montserrat vit sous perfusion britannique, le commerce de cendres est depuis 2010 l'unique secteur pourvoyeur de devises. À l'ouest de Plymouth, dans la Belham Valley, là où des millions de mètres cubes de matériaux volcaniques se sont déposés, des carrières ont été creusées. Chaque jour, des tonnes de roches, cailloux, pierres utilisées dans la construction sont triées pour être vendues dans toute la Caraïbe. Cette compagnie s'affaire à récolter l'or gris de Montserrat. Autre manne financière qui pourrait aider l'île à renaître de ses cendres, le tourisme. Avant le réveil du volcan, il était le pilier principal de l'économie. Ah oui, j'ai complètement oublié de le remettre, celui-là. Il y avait 10 maisons éclairées plus bas hier soir. Il y a de plus en plus de monde qui revient vivre à l'année. Oui, c'est vrai. Carole et son mari Cédric étaient les heureux propriétaires d'un des hôtels les plus fastueux de Montserrat. Avec John, leur maître d'œuvre, ils s'attellent aujourd'hui à sa rénovation. Regarde-moi ça, l'état du toit. Regarde toutes ces cendres sur le sol et les traces que ça laisse. Il y a des cendres partout. C'est que de la cendre. Le plafond doit être entièrement repris. Les portes doivent être changées. Pardon, après vous. Cédric, tu as vu le toit de ce côté? Il est cassé. Oui, c'est abîmé. Ça aussi, il faudra le remplacer, John. Bon, combien de temps, vous pensez? 1 mois? Oui. Tous les 5? Oui. Avec le carrelage et tout? Ah bah non, si on doit reprendre tous les carrelages... Non, mais tous les toits, oui, ça suffit. Parce que certains ne sont pas en si mauvais état. C'est le carrelage qui va prendre le plus de temps. Oui, il faut compter 2 mois en plus. Ah oui, pour les 5? Nouveaux vantaux, oui. Oui, il faut tous les remplacer. Et maintenant, nous avons des arbres qui poussent à l'intérieur. Ça, c'est un de nos cottages les plus luxueux. Ils sont privés, indépendants les uns des autres. On avait des touristes qui venaient chaque hiver passer 3 mois. C'était comme des familles qui venaient chez elles. Mais le volcan a fait que nous avons dû évacuer 3 fois. La dernière fois, c'était en 2007.
Et on est en mal de tout réparer depuis. Mais John a commencé les travaux. Pour moi, c'est le seul hôtel que nous ayons sur l'île. Et tout le monde l'aimait, cet endroit. Non. À Montserrat, le Viewpoint était bien plus qu'un hôtel. C'était une institution. Après plusieurs évacuations, plusieurs éruptions, plusieurs tentatives de reconstruction, les Osborne, rompus aux catastrophes naturelles qui agitent l'île antillaise, restent fatalistes. La pire des choses qui nous soit arrivée au départ, c'est l'ouragan Hugo en 1989. 80% des constructions de Montserrat étaient à terre. C'était très traumatisant. Mais avec un ouragan, vous pouvez reconstruire. Et on était juste en train de se remettre de ça en juillet 1995, quand Madame a décidé de nous rappeler qu'un ouragan, ce n'est rien à côté d'un volcan. Mais en même temps, c'est incroyablement hypnotisant, même pendant les éruptions. Nous, comme tous ceux qui étaient là, ne pouvions pas décrocher notre regard de la montagne. Vous vous rendez compte? On a pu voir une montagne grandir. Et à la tombée du jour, ça scintille. C'est tout rouge, comme si le dôme était en feu. Ceux qui vivent à Montserrat profitent d'une période d'accalmie pour faire des projets d'avenir. Nicolas est français. Il est arrivé à Montserrat il y a 5 ans, avec l'intention de pratiquer un peu l'anglais. Il a acheté un terrain et gère les finitions de la construction de sa maison. Hey, le français? Ouais. Je voudrais une fenêtre de 6 pieds de haut. 30 de large. Oui, 30 de large, 36 par 30 de haut, avec des vantaux. Combien tu en veux? Oui, une comme ça. C'est bon, on y va? Tous les bâtisseurs de Montserrat se fournissent dans l'unique magasin de construction de l'île. Hey Clifford, tu as récupéré le bois? Ok, donc je le prends. Je voulais juste vérifier avec toi. Oui, avoir les pièces, c'est parfois difficile parce qu'on est une toute petite île et que, spécialement cette année avec l'ouragan qui a détruit nos principaux points d'approvisionnement, à savoir Saint-Martin, par où transite l'essentiel des transits pour la Caraïbe, et Porto Rico, où beaucoup de compagnies fabriquent des pièces, fabriquent des portes, fabriquent des choses comme ça qu'on n'a plus et dont on n'arrive plus à trouver. Là, je me suis rabattu sur une porte en aluminium et une fenêtre alors que je voulais une double porte, juste parce que sinon je ne pouvais pas avancer dans mes travaux. Hop, on est parti. Construire sur Montserrat, chahuté par les éléments, impose souvent d'avoir une bonne capacité d'adaptation. Il y a 1 an, par exemple, on a eu 1 mois où il n'y avait plus de ciment sur l'île. Donc ça, pour tous les chantiers de construction, c'est un impact extrêmement fort. Il faut toujours avoir des plans, mais il faut être prêt à en changer à n'importe quel moment. Et avec le sourire. Sur le versant sécurisé de l'île, les maisons se bâtissent.
Le marché de l'immobilier est florissant. Des villas de rêve, longtemps désertées, et des terrains à bas coût attendent leurs nouveaux propriétaires. Nicolas et sa femme Ravo ont acquis un terrain avec une vue paradisiaque. Le couple de Français achève la construction de sa maison. Ah, cool. Bah écoute, c'est pas mal. J'ai acheté le matin, installé la journée. Tu reviendras demain pour la finition. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il avait prévu depuis le début. Ça ouvre. Et en plus, on a la petite marche qui est vide quand on a l'eau qui rentre. Non, c'est chouette. Bon, bah écoute, c'est fait. Je propose qu'on sabre la bouteille d'eau. Comme le volcan n'a pas bougé depuis 7 ans maintenant, plus de 7 ans, c'était février 2010, la dernière fois, les gens recommencent à vouloir construire un peu, à vouloir refixer leur maison, faire des extensions, éventuellement construire une maison comme ce qu'on a fait nous. Évidemment, le volcan n'est pas éteint, donc ça peut reprendre à n'importe quel moment, mais les gens reprennent confiance. Donc on est content, globalement. On a une porte au moins. Ils n'ont pas touché à la vue, ça va. Plus de 2000 nouveaux résidents sont arrivés depuis l'éruption meurtrière de 1997. Cette nouvelle génération de Montserratiens vient donner un nouveau souffle à l'île volcanique. La population de Montserrat a changé. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vécu l'éruption et qui vivent ici. Nous, par exemple, on n'a pas vécu les éruptions. Donc, on n'a pas eu d'expérience directe de à quel point c'est pénible quand il y a les pluies de cendres. Nous, tout ce qu'on a vu, c'est quand on a acheté le terrain ici, qu'on avait cette épaisseur-là de cendres par terre et que le terrain était inutilisable en l'état. Mais en même temps, s'il n'y avait pas eu cette catastrophe, il n'y aurait pas eu ce renouvellement de population. Il y a des gens qui viennent vraiment de partout ici. Aussi au niveau des locaux de la Caraïbe, je dirais, il y a des Dominicains, des Guyanais, des Dominicains, des Jamaïcains. Il y a des gens qui viennent du Canada, des États-Unis, d'Angleterre. Il y a vraiment des gens de toute origine. Que chacun vient avec avec son histoire. ses accents, son histoire. Et c'est ce qui fait d'ailleurs un peu notre particularité, c'est on garde notre propre identité en fait. Si la rénovation des bungalows du Viewpoint, l'établissement de Carole et Cédric, n'a pas encore commencé, celle de son restaurant, achevé, est un succès, dont tous les Montserratiens se réjouissent. Good evening. Good evening. Okay. Bonsoir, vous pouvez vous asseoir où vous voulez. Long time, yeah. Oui, ça fait longtemps. Si vous voulez nous rejoindre après le dîner pour un verre, vous êtes les bienvenus. Okay. Thank you. Ok, merci. Ils ont rempli la piscine. La piscine, c'est presque accueillante. Elle a une teinte un peu verdâtre. Je pense que depuis Irma, ça n'a pas été nettoyé. Tu crois? Moi, je trouve ça beau de voir des bâtiments qui ont été laissés à l'abandon et de voir que finalement, ça reprend vie. Là, on va dîner, on va apprécier un moment dans un endroit chargé d'histoire, effectivement. Ils avaient jusqu'à 200 couverts, 2 services par jour. Pour une île de la taille de Montserrat, c'est énorme. Donc, effectivement, tout le monde connaissait cet endroit. C'était un endroit a priori magique, mais j'aurais bien voulu le voir du moment où il était de sa splendeur. Mais justement, être là au début de la Renaissance, on va dire, c'est intéressant de voir l'évolution, de voir qu'il y a de plus en plus de personnes, et puis de voir comment ils essaient de se remettre aussi sur le marché. Tiens, il y a les boissons qui arrivent. Yeah, thank you. Thank you very much. You're welcome. Enjoy. Bon, chin. À Montserrat,
toutes les initiatives et les bonnes volontés sont accueillies à bras ouverts. Vous avez vos sacs de ramassage? Ouais? Tu as tes gants? Bon, soyez attentifs. Ne soyez pas trop happés par ce que vous faites. N'oubliez jamais de rester attentif à ce qui se passe autour de vous. Et restez toujours en groupe, les uns à côté des autres. Bon, ce qu'on va faire, dès qu'on est équipé, on va marcher sur le sable, le long de la plage, et on va nager à la surface jusqu'à la bouée, dans cette direction. Shirley, d'origine anglaise, est arrivée il y a 5 ans sur l'île. Le but de cette plongée, c'est de ramasser les débris sous-marins. Donc chaque mois, on vient ramasser ces détritus. On est une équipe de volontaires qui nettoyons les récifs. En fait, c'est notre petite contribution à une cause internationale, qui est celle des débris marins. Moi, je suis arrivée à Montserrat sur un coup de chance. Je devais juste m'arrêter sur le chemin d'Antigua pour refaire le plein de mon bateau et repartir sur cette autre île. Et en fait, j'ai trouvé les gens ici tellement avenants et tellement sympathiques que du coup, j'ai décidé de prolonger mon escale et de rester. Passionnée de fonds marins, Shirley a décidé de réaliser son rêve sur Montserrat. Ouvrir son club de plongée et participer elle aussi, à travers cette activité, à la renaissance de l'île. Il y a une nouvelle vague de gens ici, comme moi d'ailleurs, qui arrivent depuis les 15-20 dernières années. Oui, les gens commencent à réhabiter l'île. La population est en constante augmentation. Et la première chose dont tout le monde parle ici, c'est le volcan. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les océans, les récifs. Et j'adore faire découvrir aux gens la vie sous-marine. Voir le visage des gens, découvrir tout ça, les faire aimer la mer, c'est magique. Donc il y a vraiment beaucoup d'autres choses à Montserrat qu'un volcan. Mais la zone dévastée, même sous-marine, intrigue toujours autant. Ok, bienvenue à bord tout le monde. Bon, notre capitaine va nous conduire au sud de l'île. Quand on y sera, vous pourrez voir les vues de Plymouth. Et sous l'eau, il y a de très jolis récifs. La profondeur maximum est de 12 mètres. Il y a un mix entre les roches volcaniques recouvertes parfois de coraux, de sable et d'algues. Alors amusez-vous. C'est incroyable comme les maisons ont résisté à ce désastre. Oui, ça prouve combien avant les structures étaient solides. Une plongée vers la zone dévastée ne laisse personne indifférent. Normalement, le bateau ne peut pas s'arrêter là. Cette zone maritime est interdite aussi. On vient sur demande, quand les plongeurs en font la demande. Certains veulent voir Plymouth, mais surtout, ils veulent voir l'impact de l'éruption sur ce côté atlantique. On espère voir de nouveaux petits coraux qui repoussent. Et on espère, on ne sait jamais, voir des plus anciens qui ont survécu. Okay, let's go.
Les coulées pyroclastiques de la colline soufrière n'ont pas épargné les fonds marins. Pourtant, la vie reprend ses droits. Éponges, coraux, poissons multicolores ont trouvé leur place dans ce dédale de roches volcaniques. Comme Shirley, Nicolas est lui aussi très investi dans la protection et la découverte de l'environnement. Nicolas a décroché un poste dans une ONG où travaille Mapai. Il s'occupe de préserver les écosystèmes de l'île. Salut Mapai, ça va? Super. Bon, j'ai reçu les nouvelles têtes d'arrosage pour l'irrigation. Oh, ok. Bon, c'est le standard américain, c'est facile à adapter. Ah, c'est bien. Super. Les deux hommes ont monté une nurserie où ils conservent des plantes en vue de les propager. Une des activités du Trust, c'est, on pourrait dire reverdir l'île, mais ce serait pas uniquement ça en fait, parce on propage non seulement des plantes qui seront utilisées par les gens dans le jardin, mais on essaye de plus en plus de propager spécifiquement des plantes qui sont en danger, que ce soit au niveau local ou au niveau global. Là, par exemple, la plante qu'on va récupérer, ça s'appelle le Pribi. C'est une plante qui est endémique de Montserrat, donc qui ne se trouve que à Montserrat, et dont la population a diminué énormément du fait de l'éruption du volcan. Donc plutôt que de juste la voir s'éteindre dans la nature, ce qu'on fait, c'est qu'on va la propager pour inciter les gens à les planter dans leur jardin. Régulièrement, Nicolas et Mapai se rendent sur les Silver Hills, le massif le plus au nord de l'île, le plus épargné par les éruptions. Regarde, c'est le manja que tu cherchais. C'est le rouge. On a aussi le blanc que tu peux trouver dans le centre de l'île. J'ai grandi avec mes grands-parents. Ils m'ont tout appris. Et on devait tout retenir. À quoi servaient tous les arbres, les buissons. Vous voyez cet arbre, par exemple, le Cocaloba? Eh bien, il est réputé. On fait du vin avec. On dit même que si on mange ses feuilles, on est ivre. Moi, je suis un homme qui est né au milieu de la nature. J'ai appris en regardant autour de moi. Nicolas, lui, a étudié dans les livres. Pour moi, c'est plus instinctif. Moi, c'est un monde nouveau. Et j'ai beau avoir des connaissances théoriques, c'est bien. Depuis 5 ans que je suis ici, je commence à connaître un petit peu 2-3 choses. Mais Mapai, lui, il a vécu toute sa vie ici. Donc on apprend mutuellement l'un de l'autre énormément.
Et c'est toujours très intéressant. Dans la tradition, cette plante était utilisée pour soigner l'asthme. Vous ouvriez la calebasse et vous mangiez l'intérieur. C'est pour les enfants, les adultes, tous les asthmatiques. Et depuis toujours, j'ai grandi en voyant mes grands-parents utiliser la calebasse pendant les fêtes. Chacun tenait sa calebasse en main et la remplissait pour boire le vin. Nous avons grandi avec cette calebasse dans nos cuisines. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les jeunes. Je pense que beaucoup d'entre eux ne savent même pas à quoi elle servait, cette calebasse. Mapaï et Nicolas trouveront le pribi, la plante qu'ils sont venus chercher. Pour Mapaï, cette zone est surtout chargée d'histoire. Moi, c'est là que je suis né. C'était l'ancien aéroport là-bas, non? Oui, mais ça c'est du détail. Moi, je l'appelle Ville de Cendres. C'est là où était ma maison, là où c'était si beau. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant quand on la voit si abîmée? C'est la nature, et la nature est plus forte que nous. Et je crois que c'est la nature qui va réparer tout cela. Moi, je ne le verrai peut-être pas, mes enfants peut-être pas non plus, mais un jour viendra où cette terre sera guérie. Vous savez ce qu'on dit? Le temps fait son œuvre. Montserrat pense ses plaies. Et ses habitants, ceux de la première heure, comme ces nouveaux arrivants, sont optimistes. Mon vœu pour Montserrat et pour le futur est de voir revenir tous les gens qui sont partis et que l'île retrouve son dynamisme. Que nous vivions confortablement et surtout dans une certaine sérénité. Ça prendra du temps, mais je sais qu'un jour ça arrivera. Hello. I'm home. Oh, yeah, I see that. Yeah. Good. C'est la nature qui dicte sa loi. Ce n'est pas un terroriste, ce n'est pas quelqu'un avec une arme. Je veux dire, c'est un phénomène naturel. On ne peut rien faire contre ça. Donc il faut avancer intelligemment. Je pense que je ne vivrai peut-être pas assez vieux pour voir comment tout ça va évoluer. Mais nous devons rester positifs, ne rien lâcher. Ici, on n'a jamais rien lâché de toute manière. Rose, Carole, Cédric ou Mapaï, résilients de Montserrat, ont appris souvent dans la douleur que la nature est sans doute plus forte que la destinée que les hommes souhaitent lui imposer.
Moi, ce que je recherche en venant sur cette zone, ce sont mes souvenirs d'enfance. Ce qu'était cet endroit avant, là où j'ai grandi. Mais je sais qu'ils sont perdus à jamais. Donc mon vœu le plus cher, c'est que la jeune génération s'investisse en se souvenant de tout ce que les anciens ont fait pour cette île. Et ils ont tant donné pour faire de cette terre ce qu'elle a été, si unique. Et j'espère qu'on parviendra tous à retrouver la douceur de vivre qu'on a connue ici.